Hey, c'est Ella pour Intimité Partagée, le podcast dans lequel je m'invite chez des gens pour leur faire parler de leur intimité. Aujourd'hui, je suis chez et avec Chloé. Coucou Chloé. Coucou Léa. Non merde, coucou Ella. Non, tu peux m'appeler. Les gens normalement ont compris que je m'appelle Léa / Ella, donc t'inquiète. Surtout depuis le temps, quoi. C'est C'est compliqué. Donc dans ce podcast, on m'appellera souvent Léa, ce qui est normal. Est-ce que tu peux te présenter, Chloé? Alors moi c'est Chloé, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en dernière année d'architecture, mais enfin je suis bientôt... Dans un mois je serai diplômée, donc je serai architecte. Ouais, là. Ouais, du coup, La réalisation directe. ouais, ça fait bizarre. Mais du coup, des autres gens que tu as interviewés, je pense que je suis la plus âgée, celle qui a le plus d'expérience professionnelle, tout ça. Tu es ma doyenne. Et que je suis pas du tout dans le milieu littéraire. Oui, donc je pense que ça va se ressentir dans ma façon de parler. Oh, tu fais un disclaimer. Ouais, un petit peu. Je préfère mettre dans le mood. Mais c'est vrai que c'est un moment important pour moi aussi dans mon podcast parce que c'est la première fois que je sors de mon cercle de gens littéraires et c'est ce que j'ai envie de faire avec ce projet, donc merci d'être la première architecte en plus. On part pas sur sur de la gnognotte non plus. Ok, donc maintenant on va décrire un peu ton appart. Est-ce que tu peux nous décrire vite fait les gros trucs de ton appart? Ok, alors moi j'aime bien avoir un appart qui est très clean, on va dire. Genre, dans l'idée, si ça ressemble un peu à un catalogue Ikea, tu vois, j'aime bien. Mais après, j'aime bien apporter des toutes petites touches comme ça, personnelles, qui font que je m'approprie quand même un peu l'espace. Mais genre, les couleurs sont très claires, pastel, dans le style un peu scandinave. Voilà, très épuré. Il y a quelques notes d'architecture dans le paysage, genre j'ai un genre de tableau plus ou moins architectural. J'ai quelques maquettes qui décorent, qui décorent quelques plantes. J'ai une guirlande avec des photos de voyage parce que je voyage beaucoup et c'est une de mes passions, j'adore. Et j'ai une carte du monde à gratter. Oui. C'est trop bien, la petite satisfaction dès que tu vas dans un pays. Oui, je peux gratter. Il y a quand même le Québec qui est gratté, donc c'est quand même assez cool. Donc ouais, je pense que t'as dit l'essentiel de ce que je voulais relever, genre les maquettes en fond que j'ai derrière toi, vraiment en mode je suis une architecte. C'est ça. Et la panoplie de la voyageuse avec la carte à gratter et les photos. Les photos, c'est des petits Polaroid qui prennent tout le mur, donc je trouve ça très beau, très sobre, tout en habillant bien. Bah justement, en fait, parce que mon appart est assez grand, hein, c'est un F2 de 40 mètres carrés. 3 fois l'appartement de Ella. Et donc il y a vraiment la partie salon qui est un peu plus, vraiment la partie où tu reçois, qui est vraiment exposé les voyages et tout. Et dans ma chambre, j'ai aussi une guirlande de Polaroid. Mais là, c'est plus vraiment sur mes amis, des trucs un peu plus perso, tu vois. Donc il y a vraiment un peu cette distinction aussi. Oui, c'est vrai, parce que là, on est dans ton salon, mais c'est plus intime du côté de ton lit quand même, avec toutes tes amitiés. Mais on est quand même dans le thème, on est chez toi. Voilà. Au début, j'hésitais à faire cette interview sur ton lit, mais en fait, comme on va beaucoup parler de voyage... plus de temps ici en plus. Mais oui, voilà, c'est plus logique, et puis il y a plus de choses à dire, je pense, et on prendra quand même en compte ton intimité. Ok, donc on a parlé du coup de ta passion pour le voyage et du fait que le voyage ait une grande place dans ta vie. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ton rapport au voyage, genre pourquoi t'en as autant besoin, d'où ça vient? Alors, déjà, petit background oui. familial, tout ça. Avec mes parents, je suis toujours partie tous les ans en vacances. Mais alors, c'est pas des gros voyageurs. Tu vois, ils sont très en mode farniente. Bon, on a quand même voyagé pas mal en Europe, mais on est rarement sortis de l'Europe. Voilà, c'est toujours été en mode un peu plage, un petit peu de visite, mais voilà, un petit peu détente. Et j'ai toujours un peu... pas subi, mais tu vois, je me laissais porter, quoi. J'avais pas trop de mots à dire là-dessus, je m'en foutais un peu, voilà, jusqu'à mes 18 ans, je crois, vraiment. Et le déclic, ça a vraiment été quand on a décidé de changer un petit peu ce mode farniente, plage, machin, on voulait voir autre chose. On a décidé d'aller en Irlande. Et là, du coup, ça a été en mode road trip.
Déjà, c'était une manière de voyager hyper différente. Et alors, on était passé par une agence de voyage pour genre l'avion, les Airbnb, le circuit global, on va dire. Et une fois qu'on avait ces points de chute, en fait, ma mère m'a dit « Ah bah vas-y, prends le routard et fais-nous nos journées, quoi. » Enfin, notre itinéraire précis, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et j'étais là « Waouh, ok !» Et j'ai pris trop de plaisir à faire ça. Genre, truc de fou. Genre, je peux ouvrir mon agence de voyage maintenant. C'est trop bien. Et voilà, et du coup, j'ai énormément kiffé ce voyage qui était vraiment tellement différent de ce que j'avais fait d'habitude. Où là, t'étais vraiment sur la route, on changeait d'endroit tous les 2 jours pour dormir, on voyait tout le temps des choses différentes. Et puis j'ai vraiment kiffé cette manière de voyager sur la route, les paysages et tout. Et puis l'Irlande en même temps, j'adore. C'est un bon moyen de commencer, ouais. Et ouais, à partir de là, en fait, je sais pas. Après, je suivais depuis plusieurs années des influenceurs voyage aussi. Notamment le principal, le plus ancien, je pense, c'est Alex Viseo, où je suivais beaucoup ses vlogs et ça me donnait trop envie, tu vois, la découverte du monde, tellement de trucs différents de ce que tu as l'habitude de voir. Et ouais, à partir de là, en fait, je pense que j'ai vraiment commencé à développer une passion pour ça. Et j'ai commencé à organiser mes propres petits voyages entre potes. Genre, on a fait 2 semaines d'interrail, où là, en fait, t'as un billet de train, en gros, que tu payes, je sais plus, 300 €. Et pendant 2 semaines, t'as voyage illimité dans toute l'Europe, tu vois. Et genre là, c'est moi qui ai fait tout l'itinéraire, ville par ville. On va là, qui est organisé, qui est réservé toutes les auberges, tous les trains qu'il fallait réserver, les programmes de la journée. J'adore, je suis très organisée. C'est vraiment... Ça énerve beaucoup de gens aussi, je sais, mais j'adore tout préparer, tout anticiper. Et même dans le voyage, c'est pas toujours très bien parce qu'il faut se laisser une part de découverte et tout. Je m'en laisse aussi, mais j'aime bien quand même cadrer les choses. Mais il y a toujours besoin de cette personne qui cadre. Et, ouais, un peu. Vous voyez, faut pas que ça parte trop en couille ouais, voilà, chez les autres. Ça. Et puis du coup on a découvert toute l'Europe de l'Est et c'était génial. Et puis voilà quoi, c'était parti un peu comme ça. Ok. Et après, du coup je faisais mes études à Nancy. Et au début je me voyais pas forcément, tu vois, partir en Erasmus ou... je me voyais vraiment être dans la case étudiante classique, je fais mes 5 ans à Nancy et puis voilà. Et je sais même pas trop qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Mais il y avait ma marraine de promo qui était partie en Erasmus, donc l'année d'avant en Argentine. Et qu'elle m'avait raconté que c'était trop bien et tout. Et du coup j'ai commencé à un peu me poser la question, ouais mais tiens, mais pourquoi pas, ce serait bien après tout, tu fais tes études à l'étranger comme ça, ouais cool. Et du coup, j'ai regardé la liste de ce qu'on me proposait dans mon école. Et alors, le problème, par contre, c'est que je ne parle qu'anglais en langue étrangère. On va oublier l'allemand très vite. Et sauf que la plupart des destinations proposées par mon école étaient en Amérique du Sud. Il y en a énormément, donc parlait espagnol. Ouais. Beaucoup en Espagne, tout ça. Donc ça enlevait une grosse partie. Ouais. Il y en avait beaucoup en Allemagne et tout. Et je voulais vraiment être dans un pays anglophone, quoi. Pour vraiment m'imprégner au mieux de la langue et tout. Du coup, la seule possibilité que j'avais, c'était en Irlande. Du coup, j'ai c'est cool, hein. Il y a pire quand même. Grave. Et voilà, j'étais à fond investie là-dessus et mon côté très organisé, très anticipateur, je fais des plans sur la comète, a fait que la chute a été encore plus douloureuse quand justement j'ai pas été acceptée sur ce vœu-là. Parce que... Alors qu'en plus, c'est 2 de mes meilleures amies qui ont été prises parce qu'elles avaient des meilleures notes que moi. Ouais. Alors que j'étais pas mauvaise non plus, quoi, mais elles étaient vraiment l'élite, quoi. Et du coup, je l'ai hyper mal vécu. Mais après, j'avais vu aussi qu'il y avait la Pologne. Donc la Pologne, j'avais déjà visité en interrail, justement. Et je me disais, c'est pas mal. Et puis les cours sont en anglais. C'est quand même important, quoi. Ouais. Les cours en polonais. Ouais, le polonais, c'est un peu chaud. Et puis, même si c'est pas un pays anglophone, je me dis, l'expérience, ça peut qu'être enrichissant, tu vois. Et donc, je me suis dirigée vers la Pologne, vers Wrocław plus précisément. Petite ville du sud-ouest de la Pologne, frontière allemande tchèque, tout ça, pour situer géographiquement. Pour les gens qui ont besoin, comme moi, c'est ça. de points géographiques. Et
ouais, je sais pas, j'avais besoin de m'éloigner un peu de mon quotidien. Enfin, je pense que c'est vraiment ça qui est un peu moteur, c'est genre j'aime bien sortir un peu de ma zone de confort. Tu vois, et puis il y a cette envie de voyager, de voir d'autres choses. Et là, c'était une solution un peu facile, vraiment, enfin une opportunité à saisir, quoi. Et du coup, j'ai passé 1 an en Pologne l'année dernière. Et c'était juste trop bien. Même si je connaissais déjà... Enfin, je connaissais pas la ville où j'étais, mais je connaissais un peu le reste de la Pologne. Enfin, tu rencontres plein de gens de tous les coins du monde. C'était trop cool, le partage de culture et trucs comme ça. Enfin, tu peux discuter des heures avec les gens voilà, d'autres cultures sur des trucs cons. Genre, les Brésiliens, ils ont jamais vu de radiateur avant, tu vois, enfin... Oh waouh! C'est des trucs trop fous comme ça, des trucs anecdotiques, mais trop bien. Et enfin voilà, du coup j'ai voyagé un petit peu avec les organismes d'organisation un peu étudiants, Erasmus, tout ça. Et il y a eu un moment où l'intersemestre en fait, voilà, c'était vraiment une grosse étape de mon étape de vie de voyageuse. Où, ah oui, c'est vrai, oui. Je voyais pas tu, de quoi tu t'allais sais parler, mais maintenant oui. Où du coup c'était l'étape intersemestre où j'avais la plupart de mes amis qui étaient là qu'un semestre. Et sauf que j'avais beaucoup de temps libre du coup, enfin, vu qu'il y avait plus cours et puis voilà. Et j'avais envie de voyager quoi. Et surtout que depuis la Pologne pas chère du tout bien sûr, il y avait des vols genre à 10 € pour aller à Stockholm. Ah waouh! 10 €. Putain. Du coup, je me suis dit, ça serait dommage quand même de rater cette opportunité juste parce que t'as personne qui peut venir avec toi. Et puis après, j'ai aussi ce caractère qui est très indépendante. Enfin, je suis très loup solitaire, donc ça me dérange pas plus que ça la solitude. Mais après, il y avait vraiment il y avait quand même cette peur de... Ouais, voilà, voyager toute seule. Surtout avec mes parents... Est-ce qu'on l'évoque tout de suite, les parents? Oui, c'était ma transition de toute façon, voyage et famille, donc... Oui, donc voilà, j'ai fait ce voyage toute seule. J'ai beaucoup lutté pour convaincre mes parents de me laisser faire. Ouais. Mais du coup, j'ai fait 1 semaine de road trip, en ferry, surtout ferry trip. Ferry trip. Genre Stockholm, Helsinki, Tallinn, où là j'étais vraiment 1 semaine toute seule. Et j'ai découvert vraiment ce que c'est de voyager toute seule. Genre, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. C'est vraiment une autonomie de ouf. C'est trop bien parce que quand t'as pas un partenaire de voyage qui te correspond vraiment, enfin, quand je compare avec mes amis avec qui j'étais partie en interrail, on était très différents. Ils supportaient pas trop mon organisation un peu excessive. Et du coup, là, t'es tout seul, tu vis comme tu veux, quoi. Ouais. Et c'est trop bien, tu visites au gré de ce que tu as envie. Et puis après, là, ces pays scandinaves, c'est des pays assez safe quand même, tu vois, donc... Oui, j'allais t'en parler, voyager seule en étant une fille. Ouais, comment dire? T'as pas rencontré de problèmes particuliers? J'ai pas du tout, au contraire même. Genre quand t'es seule, en fait, les gens, ils t'approchent plus facilement que quand t'es en groupe. Et c'est pas du tout mal intentionné. Enfin, surtout... Après, ça dépend. Les gens scandinaves sont adorables. Ouais, ok. Et genre, les Suédois, c'est mes préférés au monde. Après, les Québécois. Petit type, c'est des communautés. Mais ouais, genre, tu te balades à Stockholm tranquillou, et puis d'un coup, t'as un mec qui t'aborde, mais en mode oh, j'aime trop ton style, machin, enfin, hyper bienveillant, et qui commence à te parler, oh, tu voyages seul et tout, mais vraiment, tu sentais qu'il n'y avait pas du tout de trucs un peu mal intentionnés, ou genre. Ou de drague, ni rien. Voilà, c'est ça, c'est vraiment genre, tu viens d'où, machin, et trop sympa quoi, tu parles 5 minutes comme ça avec un Suédois, c'est génial. Ah, c'est vraiment trop bien. Et alors, le pompon, alors ça c'était un deuxième voyage aussi quand j'étais en Pologne, mais du coup, quelques mois plus tard, je suis repartie dans un autre coin de Suède. Et pareil, toute seule, encore une fois. Bon, là, c'était un peu plus facile pour le coup, vu que j'étais un peu rodée. Et genre là, j'étais arrivée dans mon auberge de jeunesse à Göteborg, en Suède. Et j'avais repéré qu'il y avait des îles très sympas à faire, mais que c'était un peu compliqué d'y accéder en bus. Il aurait fallu idéalement une voiture, sauf que bon voilà, la location en Suède c'est cher. Puis mes parents ne voulaient pas forcément me laisser là, tu vois, louer une voiture toute seule. Et puis bon, voilà. Et sauf que dans cette auberge, j'ai rencontré une fille, une Roumaine. Genre, on était arrivés en même temps à l'auberge. Et elle s'est dit, ah bah si tu veux, on peut aller sortir en ville ensemble.
Et je dis bah ouais, vas-y, elle était aussi toute seule et tout, et donc ouais, voilà. Et on a discuté, et en fait, il se trouve que c'était une Roumaine qui habitait en Norvège, et qu'elle avait une voiture, justement, qu'elle était venue en voiture. Et donc là, tu vois le cheminement dans ma tête, là. Elle était venue un peu sur un coup de tête, tu vois, elle savait pas trop vraiment quoi faire, et je lui ai dit, ah bah si tu veux, moi je me suis un peu renseignée, il y a des trucs qui sont trop sympas à faire dans ce coin-là, et puis si t'as une voiture, ben voilà, on partage l'essence, et c'est tout bénef, quoi. Elle a dit, ah ouais, carrément, et tout. Et du coup, bah, j'ai passé le lendemain la journée en road trip avec une Roumaine que j'avais rencontrée la veille dans des îles suédoises. Ah, c'est trop bien. Et ouais, là tu dis, mais oui, voyager seule, c'est trop bien, quoi. Ouais, grave. Mais puis bon, après, c'est sûr, t'as toujours ce côté, genre, t'aimerais bien partager quand même avec quelqu'un, mais ça a des avantages et des inconvénients, oui, on va dire, quoi. Mais après, j'irai pas forcément partout toute seule non plus, bien sûr. Hein. Oui. Et pas sur n'importe quelle durée non plus. Enfin voilà, une semaine, je pense que c'est pas mal. Oui, c'est ça, c'est avant que tu te sentes vraiment seule, quoi. Ouais. Au bout d'une semaine, t'es en mode, tu peux profiter quand même, quoi. Voilà. Puis c'est sûr que les rythmes sont très différents parce que même nous deux, on a voyagé un tout petit peu ensemble. Ouais, un week-end à Berlin. Un week-end à Berlin. Et mais du coup, Chloé, elle, sa façon de voyager, c'est je veux tout voir. Oui, c'est très organisation et genre je ne me pose pas, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, je veux tout voir le plus possible. Et... Voilà, c'est ça. Et du coup, il faut enchaîner. Et moi, ma façon de voyager, c'est ma façon de vivre, c'est-à-dire mon corps m'arrête au bout d'un moment. Donc, il faut faire... Enfin, j'aime aussi pouvoir m'arrêter, genre jouer en jeu de cartes devant un monument ou des trucs comme ça. Et du coup, heureusement, t'avais déjà visité Berlin quand on y était allé. Mais du coup, il y avait quand même un décalage qui faisait que on a capté que chacun a ses rythmes de voyage, quoi. Et le fait de voyager seul, c'est vraiment affirmer son voyage, son rythme de voyage, et surtout ne pas avoir besoin de s'adapter, quoi. Et juste être en mode je fais absolument comme je le veux. Ok. Et attends, du coup, je voulais encore aborder un point très important, mon futur. Ah oui, bien sûr. Genre, on est en plein dedans. Et donc voilà, j'ai eu mon expérience en Erasmus qui était trop cool, genre vivre à l'étranger, l'indépendance, ça m'a pas du tout dérangée. Enfin, même la barrière de la langue, ça allait. Enfin, et puis en anglais, je me débrouille bien, donc ça va. Enfin, j'ai vraiment trop kiffé cet enrichissement culturel et enfin, les opportunités que ça te donne. Du coup, je me suis dit, ça faisait déjà un petit moment que j'y pensais, mais genre, je voulais vraiment aller travailler à l'étranger après mes études. Et donc en fait le plan initial que j'avais depuis plusieurs années en fait c'était genre faire un mini tour du monde de l'architecture, genre en visant 3 pays où j'allais d'abord travailler puis après voyager. Donc voilà, ça c'était le plan un peu utopique on va dire, où je visais Norvège, Canada, Australie. Sauf que voilà, question de visa, question de plein de choses, c'est pas trop question de on va pas t'embaucher pour 3 mois, enfin voilà, ce genre de petits trucs, c'est pas vraiment réalisable de la sorte. Du coup je me suis dit je vais juste aller au Canada du coup. Et puis parce que voilà, le Canada c'est trop bien. Puis j'étais déjà allée en voyage et c'est trop cool. Et sauf que voilà, les visas encore une fois très compliqués au Canada. Et donc là, tirage au sort pour 20 000 personnes, pas beaucoup de place, donc autant avoir un plan de secours. Et donc là, je me suis tournée vers la Norvège, entre autres. Donc là, je vise Norvège, Danemark, Suède. Parce que pour me resituer dans mes études, donc là, il me reste 1 mois d'études concrètement. Et là, je serai diplômée architecte. Oui. Donc là, en fait, je travaille déjà en temps partiel dans une agence d'archi jusqu'à la fin de l'été. Mais après ça, du coup, ça va être vraiment le début de la vie professionnelle, la vie adulte, tout ça. Et j'ai vraiment envie de faire ça à l'étranger. Enfin, vraiment, c'est une continuité logique pour moi. Et alors, je vise les pays assez froids aussi, hein, on l'aura peut-être remarqué. J'aime pas trop la chaleur, tout ça. Les pays nordiques, le Canada. Niveau architecture, c'est ouf, les pays scandinaves. Donc là, j'essaye de me donner tous les moyens possibles pour arriver à mes rêves, quoi. Donc, sélectionner plein d'agences. Là, je vais bientôt envoyer la race de trucs. Et pour me donner le plus de chances possible. Et Inch'Allah, en septembre, voilà, je serai peut-être dans une agence d'archi en Norvège ou quoi. Et même si tu vois, c'est pas forcément sur le long terme.
Enfin, je me projette pas trop pour le moment, court terme, long terme. Là, pour le moment, mon projet à court terme, c'est je veux aller à l'étranger, travailler à l'étranger, dans ces pays-là en particulier. Et puis après, on verra ce que la vie me réserve, tu vois. Ok. Ouais, voilà. Ben, ton rapport au voyage, et voilà, il est hyper intéressant. Genre, ça commence de je voyage en famille et ça finit j'ai fini mes études et je vais travailler en Norvège peut-être. Ouais. C'est trop bien et j'adore que tu te donnes les moyens de faire ça. Ouais, parce qu'en fait, j'adore sortir de ma zone de confort en fait. Ouais. J'aime bien vraiment, enfin, j'avais vu une citation il y a pas longtemps, c'était genre ta vie commence aux frontières de ta zone de confort. Ouais. Et moi, je trouve ça trop bien, tu vois, enfin... Est-ce que tu sais pourquoi Bah, je me demande justement, quelle belle transition. Ah, je sais. Ouais, genre un peu par esprit d'opposition avec un peu l'éducation que j'ai eue et mon rapport avec mes parents. Ouais. Enfin, parlons-en maintenant, du coup. J'ai même pas besoin de demander, tu sais. Ben, alors déjà, il y a eu un gros obstacle de la part de mes parents pour tous mes projets de voyage. Ben, déjà, ça a commencé en... Alors non, attends. Petit background familial, du coup. Encore un background. Deuxième background. C'est important ça, parce que alors, mes 2 parents sont enfants uniques et ont été surprotégés par leur mère. Et en fait, j'ai réalisé ça, mais en fait, c'est tous les 2 les 2e enfants de mes grands-parents. Ouais. Parce que ma grand-mère a eu une fausse couche avant, et tu vois, enfin... Donc, d'où le côté encore plus surprotecteur, tu vois. Ouais. Et forcément, voilà, ils ont repris... Alors, oui, du coup, ma mère, en fait, elle habite dans la même maison où ma grand-mère... Enfin, et même moi, j'ai été élevée dans la maison où ma grand-mère a été élevée. Pour situer vraiment... on ne part pas de chez soi. Et mon père vient du village d'à côté. Ouais. Tu vois, donc c'est vraiment... Microcosmos. Voilà, c'est ça. Et ouais, on peut dire pourquoi j'avais pas envie de reprendre ce schéma-là. Enfin, du coup, voilà, mes parents nous ont aussi surprotégés, moi et mon frère. Ça a toujours été genre, voilà, je fais un peu tout pour toi, je te mâche le travail. Genre, même pour chercher mes stages, tu vois, c'est mon père qui limite me cherchait un peu pour moi. Enfin, au bout d'un moment, ça a commencé à être vraiment oppressant. Genre, enfin, j'avais envie un peu de vivre ma vie, de faire mes propres expériences. Et quand j'ai dit que je voulais partir en Erasmus, alors ça c'était mon père surtout, genre la première chose qu'il m'a dit, genre quand j'ai dit que je veux partir en Erasmus, c'est mais comment tu vas faire pour ton forfait téléphonique, pour internet et tout. Alors mon père c'est un gros stressé de la vie, de absolument tout. Et mon père est encore plus papa poule que ma mère, tu vois. Et il focus sur des tout petits trucs. Alors que, enfin, il voit pas vraiment la globalité de la chose, ce que ça peut apporter. Ouais. Il pense tout de suite aux moindres détails, les petites emmerdes. Même lui, tu vois, quand on part en vacances, il c'est tout le temps le genre à râler pour tout, à être stressé pour tout, même en vacances, tu vois, enfin, bref. Ouais, du mal à lâcher prise. Voilà, et du coup, c'est ma mère qui lui a un peu tempéré, qui lui a dit « Ah, mais moi, je pense que ça peut être bien, justement, qu'elle découvre la vie. » Voilà, elle était un peu plus dans mon optique. Voilà, ça l'a permis petit à petit de se faire à l'idée. Ouais. Et puis après ils étaient là, enfin l'Irlande ok, puis après mais la Pologne c'est vraiment un pays soviétique, c'est le goulag là-bas, mais vraiment c'était genre waouh, mais j'étais déjà en Pologne en fait et ça va hein, vraiment pas hein. Ouais. Puis bon ils ont quand même finalement, alors mon père il était à fond investi pareil dans la recherche d'appart, communication avec les gens là-bas, enfin vraiment pour me déposer là-bas que je sois encadrée, que tout soit bien, des contacts de tout partout. Enfin, un truc de fou. Et quand ils sont venus, du coup, me rendre visite, ils sont là... Ah, en fait, c'est bien évolué, la Pologne, hein. Ouais, c'est bien de se rendre compte. Mais c'est bien, tu leur as ouvert l'esprit sur ça, en ouais, plus. Carrément. Et après, ouais, ils sont là à parler avec des amis. Oui, en fait, la Pologne, c'est pas ce qu'on croit. C'est trop mignon, par contre. On pourrait croire que c'est un pays soviétique. Mais vraiment. Et ça fait mal à mes potes polonais quand je leur dis ça, tu vois. Ils sont là, ah, c'est vraiment ça qu'on pense de nous. Désolée, c'est pas mon avis. Ouais, c'est stéréotype, quoi. Ben ouais. Mais ouais. Mais ça se déconstruit grâce à des gens comme toi aussi. Voilà. Sur quoi je voulais encore parler ? Et du coup, oui, ta zone de confort, aussi le cocon, ouais, toi t'avais un besoin de t'en sortir, quoi. Ouais, enfin j'ai toujours été très indépendante quand j'étais petite. Enfin pendant 5 ans j'étais enfant unique quand même, tu vois. Donc j'ai toujours joué toute seule, machin. Non mais je voulais aussi revenir sur le fait que justement quand je voulais voyager toute seule. Oui, voilà. Là ça a été vraiment une énorme barrière. Partir toute seule pendant une semaine,
quand j'ai dit ça à mes parents, ils étaient là genre non, c'est hors de question. Genre bah non, t'es encore notre petit bébé de 21 ans. Non, non, c'est dangereux, toute seule, une fille, oh là là. Et moi j'étais là genre mais laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi vivre ma vie. Enfin justement, j'ai 21 ans. Enfin, vous n'allez pas pouvoir me materner, voilà. Et puis même moi, enfin, je me disais, je veux le faire. Enfin, bien sûr, t'as toujours ces peurs-là, voilà, d'être une fille en voyage toute seule. Oui, non. Il faut être rationnel quand même, hein. Oui. Pas partir en mode idéaliste. Oh non, j'y vais YOLO. Oui, bien sûr. Non, bien sûr, j'avais quand même ça, mais et du coup, en fait, parce que j'arrivais pas à leur dire directement, en fait, mes émotions prenaient beaucoup le dessus là pour le coup. Et j'arrivais pas à leur parler vraiment pourquoi j'avais besoin de faire ça. Et en fait, j'ai dû leur écrire un texte monstrueux pour vraiment leur dire mes sentiments, quoi. Enfin, je sais même plus qu'est-ce que j'ai dit. Enfin, voilà, pourquoi j'ai besoin de voyager, mon besoin de prendre de l'indépendance par rapport à eux, tout ça. Et voilà, finalement, ils ont dit... je pense qu'ils en ont beaucoup parlé entre eux. Et c'était là, bon, ok... Mais tu nous donnes les adresses, tu nous appelles tous les jours, tu nous envoies des SMS tous les jours. Voilà, tu nous donnes les adresses des auberges où tu es, tout ça quoi. Genre quand je suis partie un jour en road trip avec une Roumaine, je leur ai dit seulement quand j'étais rentrée, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Tu vois le genre. Mais pas le temps de te prendre la tête aussi en plus. Voilà. Mais non, et puis au final ça s'est assez bien passé. Et en fait, je pense qu'ils ont... Enfin, c'est ce que ma meilleure amie m'a dit après quand elle avait discuté avec eux sur autre chose. En fait, ils ont accepté, entre autres aussi, parce qu'ils avaient peur que je retombe dans des travers de mon adolescence. Ouais. Ok, attends, j'ai plusieurs questions avant que tu partes sur les travers de ton adolescence. Le truc, quand tu dis que t'arrivais pas du coup à t'exprimer et qu'il fallait que t'écrives, ça, tu l'as fait plusieurs fois dans ta vie. Ouais. C'est donc, en fait, t'arrives plus à t'exprimer en écrivant. Ouais, plus ou moins, parce qu'en fait, quand c'est vraiment des trucs qui me tiennent à cœur, j'arrive pas à le dire, je vais pleurer très facilement pour ça, tu vois. Et typiquement, le premier exemple qui me vient en tête, quand j'ai eu mon premier copain, j'ai passé la journée avec ma mère à faire du shopping et tout, et j'étais là, il faut que je lui dise. Et toute la journée, j'ai pas réussi. Et ça a fini avec un post-it, j'ai un copain que j'ai mis sur son oreiller. C'était trop mignon ça. Voilà. Donc il y a vraiment un truc de... c'est bloqué en fait. C'est ça. Ta voix ne peut pas le sortir de toi. Et ils le savent ça, que j'ai toujours été très introvertie, pas du tout exprimer mes émotions. Et voilà, c'est un peu ma manière de faire quoi. Donc ils s'adaptent aussi à ça. Ok. Donc avant que tu partes... sur ce qu'ils anticipaient eux comme peur de s'ils te refusaient ça. J'avais une question sur est-ce que ta famille arrive à s'adapter à ce besoin d'indépendance, mais en fait je pense que tu y as déjà répondu en disant juste je le fais, je leur dis quand même et j'attends qu'ils soient d'accord. Parce que, tu sais, il y a des gens, ils pourraient juste être en mode vous n'êtes pas d'accord, mais je m'en fous en fait. Enfin, je suis non, parce qu'avec mes parents, en fait, on a toujours été plus ou moins complices, tu vois. Enfin, depuis mon enfance, ils ont essayé d'instaurer vraiment un cocon familial assez fort, tu vois. Enfin, on a eu une enfance pas stricte non plus, tu vois, mais enfin, une bonne éducation, je pense, tu vois. Mais qui était quand même complice, tu vois. Enfin, voilà, avec des parents ultra protecteurs et tout ça. Donc très présent, tu te voyais pas dire... extrêmement présent. Et voilà, c'est ça. Et enfin, ils m'en auraient voulu énormément. Et puis après, moi aussi, par ricochet. Et voilà. Ouais, donc au final, ils arrivent à le vivre parce que tu te fais étape par étape aussi. Oui, aussi. Et que du coup, ils peuvent te faire de plus en plus confiance. Tu vois, ça a commencé en fait quand j'ai quitté le cocon familial, donc à 17 ans. Genre, je suis allée même pas si loin que ça, tu vois, dans une ville à 1h30 de chez moi. Genre, au début, en première année, ils me skypaient tous les jours. Tous les jours. Littéralement, vraiment. C'était hyper oppressant. Mais d'un côté, qu'est-ce que tu voulais que je leur dise ? Genre, je pouvais pas me révolter, genre, non, laissez-moi tranquille. Enfin, en plus, voilà, j'avais d'autres problèmes encore à gérer. Ils étaient inquiets par rapport à ça, bien sûr. Et puis, après, les choses se sont faites progressivement. Genre, là, je vais aller... je vais dire...
après mes 3 ans d'études à Nancy, du coup, j'aurais dit j'aimerais aller en Erasmus en Pologne, ça va, c'est pas très loin non plus. Ouais. 1 an en Pologne, voilà, du coup, là ça va, il m'appelait genre 1 fois par semaine. Ouais. Tu vois, ça s'est calmé progressivement. Hein. Oui, c'est ça. Genre, là, je veux partir en Norvège, tu vois, c'est toujours pas très loin. Ça prépare déjà un peu quand je voudrais aller au Canada, encore un peu plus loin, tu vois. Je pense qu'en fait, eux, ils ont plus besoin de moi que moi, j'ai besoin d'eux. C'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression que c'est plus toi qui t'adaptes. Complètement. Ouais. Complètement. Parce que, ouais, c'est un peu des gros bisounours et moi, j'ai toujours été un peu mon amie. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est vraiment toi qui fais en fonction, en mode, il faut que vous vous y fassiez petit à petit. Je veux pas que ce soit violent pour vous. Mais parce vraiment... que moi, en fait, ma prise d'indépendance, elle s'est faite assez naturellement. Enfin voilà, mon corps a réagi différemment, mais moi, j'étais dans ma tête, c'était ok, tu vois. Ouais. Enfin, je le vivais super bien. Et c'est pour eux, je pense, ça a été super dur. Parce que eux, justement, ils sont jamais sortis du cocon familial. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc jamais. vraiment, il y a un truc de... Genre, je vis avec mes grands-parents, tu vois. Bah ouais, bien sûr. Et ta mère vit avec sa mère et ton père est à côté de sa mère aussi. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est normal. Et du coup, ils ont reproduit ça sur toi et toi, t'es en mode, non, vraiment, moi, je vais aller au cocon qui est plus loin là-bas. Et genre, tout le monde dans ma famille me dit, enfin, alors personne n'est comme ça dans ma famille, je suis vraiment la seule. Hein. Tout le monde me dit, genre, mais t'es vraiment une extraterrestre, machin. Hein. Genre, waouh. Pourquoi tu quittes les montagnes d'Alsace? Ouais. Enfin, les gens ont un peu de mal à comprendre que j'ai envie de partir en fait. C'est même pas genre. Enfin, oui, j'ai forcément un objectif en tête, tu vois, je veux pas partir juste pour partir, voilà. Je veux quand même avoir un métier dans mon domaine stable, mais genre, j'ai vraiment ce besoin de. Ouais, je veux partir. Ouais. C'est pas que la France c'est pas bien et tout, je veux voir du monde quoi. Ouais, c'est ce qui te passionne et te porte, voilà, en fait. C'est toi. Mais toujours avec ce côté un peu terre à terre, genre je vais pas partir aller en mode YOLO, je vais faire le tour du monde avec mon sac à dos, sans métier, sans rien. Tu vois, j'ai quand même ce côté, je vais travailler dans mon domaine, puis on va quand même un peu voyager à côté, et tu vois. Ouais. Ok, ouais, déjà, bravo, parce que je trouve que là, avec tes parents, t'as vraiment géré, là, ils sont à un stade où j'ai l'impression que t'es beaucoup plus indépendante. Ils ont accepté. Ouais, tu les as pris... C'est vraiment ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais ouais. Tu les as accompagnés. Et puis j'étais l'aînée aussi, ça j'avais pas précisé, mais. Tu quoi? Je suis l'aînée de la famille. Oui, c'est important quand même, oui. Parce que du coup, pour ton frère, ce sera peut-être. Oui, puis ils auront déjà vécu ça, puis c'est un mec. Enfin voilà. Oui, toi, t'es vraiment l'aînée, fille. Un peu fragile sur certains trucs, donc. Celle de la famille qui veut partir. Ok. Bon, on va revenir sur le un peu fragile sur certains trucs. Anticiper certaines choses, mon corps n'était pas du même avis, à chaque fois tu y reviens. Je tease. C'est ça. Donc on va en parler maintenant. Du coup, quel est ce truc du coup qui est compliqué à gérer pour tes parents comme pour toi dans des moments instables? Alors, c'est que quand j'avais 17 ans précisément, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire. Qui sont venus un peu du jour au lendemain en fait. Mais dans un contexte assez... Enfin, il y avait beaucoup de choses en même temps. Là, en fait, c'était quand j'étais au lycée en terminale. Et je préparais les concours pour l'archi. Donc, c'était déjà assez stressant. Enfin, là, voilà, j'avais encore mon père qui m'accompagnait partout et tout, tu vois, enfin... Ouais, toujours, hein. Et en même temps, vraiment en même temps, j'ai démarré une relation qui n'était pas très saine. Ouais. Et qui m'a bouffé vraiment... Mais ça, je le voyais pas du tout à l'époque. Enfin, c'est vraiment le déni. Genre, non, cette relation, c'est pas ça qui m'affecte. C'est juste le stress, les concours, tout ça. Alors que c'était complètement beaucoup plus cette relation que les concours. Et en fait, ce qui a fait que je vomissais très souvent. Genre, la nourriture me dégoûtait. En fait, ça s'apparentait un peu à de l'anorexie sur les résultats. Mais c'était pas de l'anorexie parce que j'avais vraiment conscience de ça. Enfin, je voyais que... Enfin, j'étais déjà assez mince à l'époque, tu vois. Et genre, je suis passée de 50 à 44 kilos, tu vois, en quelques mois. Ouais. Donc là, ça commence un peu à faire peur, tu vois, et à être dangereux pour la santé. Ouais. Surtout qu'en fait... Ah oui, non, attends, il y a ça aussi. Genre, j'avais déjà eu ce genre de problème au moment où j'ai sauté une classe, à 7 ans. Waouh, ok. J'avais pareil, même genre de problème. Jusqu'à ce que j'accepte le fait de sauter une classe, que je me fasse des amis dans la classe d'à côté, tu vois, enfin... Donc voilà, en fait, dès que j'ai des gros changements comme ça dans ma vie, ça se répercute sur ma santé. Ouais. Donc voilà, c'était la transition fin de lycée, j'allais prendre mon indépendance, quoi, voilà. Ouais.
Et en plus, il y avait cette relation toxique. Ouais. Et ouais, du coup, répulsion de la nourriture, vomissement, pas envie de manger. Genre vraiment juste la vue de la nourriture, ça me... Ouais, non. Et, ouais, super dur à gérer. Ouais. Et tu voyais que je perdais du poids à vue d'œil. Et puis... Ouais. Et puis voilà, quand tu mangeais du coup très lentement. Voilà, je mangeais extrêmement lentement. C'était vraiment devenu une torture de manger. Ouais. Enfin, vraiment, c'était un moment que je voulais éviter à tout prix. Et non, à ce moment-là, je me distrayais pas encore. Mais en fait, c'est un problème qui a duré très longtemps. Même encore après que je sois arrivée en archi, que j'ai mis fin à cette relation. Enfin, non, pas vraiment en fait. Cécile décousue. Soyons honnêtes. Mais du coup, juste, je tiens à préciser, une relation amoureuse. Ouais, une relation amoureuse. Tu peux la définir du coup avant de développer sur ses effets. Genre, définir vite fait qu'est-ce que c'était cette relation. Déjà, c'était une relation à distance. Oui, c'était une relation à distance. Ouais, qui me pompait complètement, qui était... Ouais, c'était malsain, quoi. Ouais. Et ouais, en plus, il y avait cette relation avec toi à distance à gérer, enfin, double relation à distance, c'était compliqué sur plein de points de vue. Jusqu'à ce que mon corps, il dise stop, stop, vraiment. Et genre en juillet, ouais, j'étais hospitalisée pendant une semaine, un truc comme ça. Genre, c'était le trop plein, quoi. Ouais. Et là, mes parents, ils ont découvert cette relation à distance, justement, toxique. Et ils voulaient que j'y mette un terme, sauf que voilà, moi, j'étais jeune, amoureuse, naïve, tout ça. Ouais. Et c'était compliqué. Ouais. Et genre, mon père venait à menacer cette personne, tu vois, et moi, je le vivais très mal. Enfin, voilà, mon père, encore une fois, surprotecteur. Ouais, beaucoup de qui en fait des caisses, voilà. Et genre, ouais, période hyper difficile. Officiellement, là, j'ai mis j'ai mis fin à cette relation toxique, mais pas trop en fait. Enfin, officiellement, mais après, en vrai, ça a duré encore 2 ans, presque, où il revenait me parler, puis moi, j'étais encore amoureuse de lui, donc j'étais faible et je retombais un peu là-dedans. Et en fait, du coup, pendant 2 ans, j'ai toujours eu ces problèmes où c'était compliqué de manger et tout. Enfin, c'était un peu un enfer à vivre. Et j'ai mis beaucoup de temps à reprendre du poids. Et en fait, c'est à partir du moment où vraiment je me suis détachée de lui. Genre, j'ai découvert des choses... Enfin, vraiment qui faisaient perdre tout son crédit. Et ouais, je sais pas. Genre, d'un coup, je me suis dit... bah les couilles en fait. Ouais, c'est ça. T'as eu un moment de trop plein, peut-être aussi de... Ah ouais, non, c'est vraiment trop, genre là, juste, je m'en fous. Ouais. Et du coup, en tout, ça a duré combien de temps? Parce que 2 ans, c'était... Ouais, 2 ans. 2 ans, c'est la totalité. Ouais. Donc tes 2 premières années d'archi. Les 2 premières années d'archi, en fait. Ouais. Voilà, et puis après, il y avait aussi ce facteur, genre, c'était ma prise d'indépendance. Ouais. Et même si moi, je le vivais bien, tu vois, enfin, dans ma tête, pour moi, c'était bien. Mais mon corps, en fait, réagissait différemment, tu vois. Enfin, c'est de la somatisation, je crois ce qu'on appelle. Ouais. Genre, ouais. Enfin, dur à gérer, quoi. Ouais, de 17 à 19 ans, c'était compliqué. Et à partir du moment, en fait, je me suis vraiment défaite de cette relation. C'est là où tous mes problèmes sont partis, plus ou moins. Ouais. Mais ça, tu vois, j'étais vraiment dans le déni par rapport à ça. Genre, je voulais pas lui mettre cette faute-là sur le dos. Et... Ouais. Même aujourd'hui, tu vois, avec mes parents, je vais pas leur dire que voilà, c'était à cause de lui. Oui. Tu vois. Ouais. Mais parce que aussi, eux, ils t'ont tellement dit que c'était à cause de lui. Ouais. Que finir par le reconnaître, c'est... Enfin, je sais pas, ça doit faire quelque chose aussi. Genre, comme leur donner raison d'avoir été aussi surprotecteur, alors que non. Enfin, c'était aussi toxique pour toi, cette surprotection, d'une certaine façon. Ouais. Enfin, elle était... D'un côté, je comprends qu'elle était nécessaire, mais elle a été faite d'une façon qui a fait que ça a que fait empirer les choses dans cette période-là, quoi. Je voulais juste définir un tout petit truc... Excusez-moi, j'ai une angine. Je vais définir un petit truc dont tu as parlé très vite fait au cas où les personnes se posent la question. Donc, tu disais que tu avais 2 relations à distance, donc cette relation toxique, et la deuxième, c'était moi. Oui. Parce qu'en fait, on a fait un épisode sur notre amitié, mais il n'est pas encore sorti. Mais vous comprendrez tout si vous regardez cet épisode. On vous tease. Avec Chloé, on s'est connus virtuellement d'abord, donc on a vécu une amitié à distance. Enfin, on vit toujours une amitié à distance et on se voit de temps en temps. Voilà, juste pour définir un peu quel était cet autre élément. Ok, donc il y a vraiment
cette façon dont tes problèmes émotionnels se reflètent, c'est vraiment pas conscient, quoi. Non, et justement, en fait, alors maintenant, c'est plus ou moins guéri. Enfin, on guérit jamais vraiment de ce genre de troubles, mais ils se ressentent plus du tout au quotidien. Ouais. J'ai juste quelques pics des fois, genre dans des situations un peu stressantes, tu vois. Et typiquement, quand je suis partie en Erasmus, donc voilà, à l'étranger, j'ai eu 2 petites semaines au début où voilà, j'avais un petit peu... J'ai plus vomi, mais j'avais vraiment plus de mal à manger, quoi. Ouais. Et ça, je pense que je l'aurais toujours un peu, tu vois. Même là, je vais partir travailler à l'étranger. Certainement, quand j'arriverai dans ce nouveau pays, ça sera un peu compliqué. Mais je sais que maintenant que ça fait un peu partie de moi, quoi, et que je dois juste vivre avec. Et puis tu sais le gérer aussi. Enfin, c'est moins grave du coup parce que tu le vois venir, en fait. Voilà. Tu l'anticipes. Mais du coup, oui, pour revenir, pour faire les transitions, genre quand tu disais que tes parents ils étaient en mode non, on voyage pas toute seule, il y avait aussi ce truc oui, aussi. Ça va te parce rendre malade. Parce qu'ils avaient peur que, en fait, s'ils me refusaient, je le vivrais vraiment comme pas bien et que ça me boufferait de nouveau, tu vois. Donc il y a eux aussi cette anticipation par rapport à ça. Enfin, je pense que, ok, j'avais oublié ça. C'est très bienveillant, hein, forcément, dans le fond, hein, mais... bien sûr, mais toujours. Trop. Oui, bien sûr, mais un peu trop. C'est dans le dosage que ça va pas, quoi. Parce que, en fait, j'avais oublié que ça t'était arrivé quand t'avais 7 ans, mais du coup, ça explique beaucoup de choses sur leur surprotection. C'est que si ça t'est arrivé quand t'étais enfant, ça explique qu'ils aient encore voulu plus te protéger pour que tu ne retombes pas dans ça, quoi. Sauf que c'est pas trop possible, faut que tu vives tes expériences, de toute façon. Ok. Mais je voulais aussi te poser un peu des questions autour de ta relation toxique sur comment tu penses que tu as réussi à t'en remettre. Est-ce que tu saurais le dire ou alors ça a été hyper progressif et... Ça a été hyper long et progressif. Ouais. Genre, je peux te dire vraiment le temps, quoi. Et le fait, enfin voilà, au début, pendant la relation en tant que telle, je l'idéalisais beaucoup. Et après, quand on en est plus ou moins sorti, mais qu'il était toujours un peu là, je voyais vraiment un peu plus ses travers, tu vois. Ouais. Et ce qu'il faisait derrière et voilà, qui faisait un peu perdre tout ce que j'avais idéalisé en lui, quoi. Ouais. Mais ça a été long quand même, tu vois. Ça a été long, ouais. Mais est-ce que tu as déjà regretté cette relation ou t'es quand même contente de l'avoir vécue? Ouais, je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets déjà dans lui parce que toutes les expériences que tu as, ça arrive pas pour rien et ça t'apporte forcément quelque chose. Ouais. Je saurais pas te dire là tout de suite qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ça, mais je pense que ça... ton corps aussi peut-être. Ça te forge ce que t'es, quoi. Ouais. Enfin, tout simplement. Ça t'a renforcé, je pense. Et je voulais aussi te poser la question par rapport à tout ce qui s'est passé là et à cette période qui a été quand même assez longue de problèmes. Est-ce que tu as vu des psys? Oui. À ce ton, est-ce que tu peux nous raconter tes expériences avec les psys que tu as pu avoir sur ton chemin? Ouais, alors déjà, il faut savoir que mon parrain était à l'époque directeur des urgences dans lesquelles j'étais admise, donc ce qui aide bien niveau piston, tout ça. Ouais. Et en fait, direct après mon hospitalisation, il a pu me faire voir une psy des urgences, en fait, qui était pour le coup vraiment hyper bien. Genre elle, je pouvais lui parler de vraiment des problèmes. Et elle savait je sais pas comment dire, mais ouais, elle était bien. Je la trouvais vraiment bien, cette psy, hyper bienveillante et tout. Ouais. Sauf que voilà, c'était une psy des urgences et qu'elle pouvait pas consulter à long terme ses patients, quoi. Ouais. Du coup, elle m'a redirigée plutôt vers une confrère à Nancy. Ouais. Et du coup, j'ai vu... ça n'a pas duré très longtemps, je crois. Quelques fois, cette psy à Nancy. Et, cette deuxième psy. Cette deuxième psy, ouais. Et voilà, à qui j'ai raconté ma vie, mes problèmes, tout ça. Et je la trouvais franchement pas trop utile. Mais elle a quand même dit une phrase, alors qui, comme ça peut paraître genre, ouais, super. Alors elle m'a dit... tes problèmes en fait alimentaires ils sont là et il faut que tu apprennes à vivre avec. Ouais. Donc là comme ça tu te dis ouais super merci je ouais. paye 50 balles pour ça. Mais avec le recul tu vois tu dis ouais en fait c'est ça, faut juste accepter ce que t'as, quoi. Et de toute façon c'est comme ça et pas autrement, donc autant l'apprivoiser comme tu peux. Et par contre après voilà, j'ai vu cette psy pas très longtemps et ouais. Après, j'ai plus trop vu de spécialistes. Enfin, j'étais vraiment en mode ouais, je gère toute seule mes problèmes, je fais ce que je peux. Et une fois, ma mère, elle a entendu parler d'une spécialiste à Nancy aussi. Ouais.
qui était une micro-kinésiologiste, un truc comme ça. Ouais. Alors je savais pas du tout ce que c'était. Ça, c'était quelqu'un qui lui avait recommandé et tout, voilà, genre vraiment chercher toutes les solutions possibles et imaginables. Et donc en fait, cette personne, je sais même pas te dire comment elle procédait, genre elle me touchait juste, elle me manipulait, tu vois, délicatement, et elle pouvait me sortir des trucs, genre sur ma vie. Ouais. Genre j'étais là, mais comment tu peux savoir ça juste en me touchant, tu vois? Ouais. Genre anecdotiquement, elle m'avait dit, elle m'a touché là, genre ah ouais, t'as été confrontée à la mort il y a genre 2 semaines, tu vois. Et il y a 2 semaines auparavant, ma mère avait eu un accident de voiture, tu vois. Ouais. Et elle, genre ah oui, en ce moment tu ressens un sentiment d'injustice, tu vois, qui était lié à cette relation toxique, machin. Et j'étais là genre ouais, ouais. Ok. Enfin, j'avais pas dit grand chose sur moi, et puis elle a pu cerner directement les problèmes. Et bon, elle a juste fait bon, ok, ben je vais te soigner. Et presque du jour au lendemain, c'est arrivé exactement au même moment où je me suis vraiment défaite de cette personne. Wow. Du coup, je peux même pas te dire vraiment qu'est-ce qui a fait que j'ai plus de problèmes. Mais à partir de ce moment-là, en fait, c'était presque réglé mes problèmes, quoi. Enfin, j'avais plus de... Je pouvais remanger sans que la nourriture me dégoûte. Enfin, je vomissais plus ou quoi. Waouh. Mais genre, vraiment, ça arrive au même moment, donc... Bah, je vous mettrai un lien pour définir ce que c'est. C'est micro-kinésiothérapeute. Ok, vous aurez un lien dans la description, parce que je pense que ça va intéresser les gens, tu vois, genre ouais. quelqu'un qui arrive à faire ça, enfin... Ouais, donc voilà, je voulais que t'en parles parce que je trouve ça très intéressant. T'as eu 3 expériences très différentes, de la psy bienveillante, la psy qui sert un peu à rien mais qui te dit quand même un peu un truc qui sert à quelque chose, et la personne j'avais qui vu aussi un ostéopathe, mais voilà, qui n'a pas été très utile non plus dans ce truc. Est-ce que c'est toi qui faisais les élans pour y aller, ou c'était surtout tes parents qui te poussaient? Plus mes parents. Et d'ailleurs, bah justement, quand j'avais aussi eu mes problèmes quand j'avais 7 ans, j'avais aussi vu une psy à ce moment-là. Ouais. Mais là, j'ai pas trop de souvenirs de ce moment-là. Mais ouais, c'est plus mes parents qui étaient vraiment genre... faut que quelqu'un t'aide, que tu te soignes, tu vois. Et moi, je savais pas trop, quoi. Ouais. Ok. Enfin, je voulais sortir de ça, mais je savais pas trop comment. Mais après c'est compliqué aussi, les psys, je trouve, parce que j'aime pas trop me dévoiler. Surtout des trucs aussi intimes, quoi, aussi, qui me font autant de mal, donc c'était dur, ouais. Ouais, surtout dans le fait que quand t'avais besoin d'exprimer des gros trucs, tu les écrivais. Enfin, du coup, le psy, c'est vraiment, faut le sortir de toi, quoi, faut que ce soit ta voix qui le dise. Ouais. Donc, ouais, je comprends que c'était une épreuve compliquée. Du coup, j'aimerais revenir par rapport à ça sur le fait que tu es une personne introvertie. Ouais. Et est-ce que tu pourrais un peu définir ce que tu considères comme introversion pour toi, enfin comment ça s'exprime? En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été très solitaire, à pas du tout aller vers les gens, à pas trop parler. Enfin, je sais pas si j'étais une gosse très bavarde, tu vois, mais ouais, enfin vraiment pas du tout aller vers les gens. Genre toute ma scolarité, ça a toujours été Chloé devrait participer plus. Ce genre de truc, enfin, j'ai jamais été très... Ouais, je sais pas. On te caractérisait comme timide? Oui, voilà, on m'a toujours caractérisée comme la fille timide. Ouais. Mais je sais pas en vrai comment distinguer la timidité de l'introversion, du fait d'être réservée, tu vois, enfin... C'est pas toujours que j'ai peur d'aller vers les gens, c'est que j'ai pas envie, c'est que mon caractère fait qu'en fait je suis beaucoup du genre à observer et pas du tout à parler. Ouais. Coucou le signe astrologique du poisson. N'est-ce pas? Ouais. Mais encore ça, tu vois, je trouve que ça s'atténue avec le temps. Ouais. Parce que quand j'étais petite, c'était vraiment... Voilà, j'étais vraiment timide, on peut le dire, ouais. Et là, ces dernières années, de plus en plus, quand je vois ma famille et tout, ils me disent « Mais t'es de plus en plus ouverte, c'est fou, t'as tellement changé, machin. » Mais je pense que voilà, l'expérience, la vie, tout ça... Les voyages et les rencontres. Les voyages, les rencontres, le fait d'être en Erasmus, c'est ça, de parler en anglais en plus, tu vois. Donc, ouais, je pense que j'ai quand même gagné en confiance, quoi. Ouais, ça t'a fait t'affirmer. Ouais. Par contre, tu vois, genre, parler en public, tout ça, c'est toujours une grosse angoisse, tu vois. Genre, même là pour ce podcast, oui. Savoir que des gens vont m'entendre parler de choses aussi personnelles, tu vois, je suis là...
Je vais faire quelques secondes de reconnaissance. Hein. Oui, parce que par rapport à tout ce que tu es en train de dire, j'ai pas besoin de le réexpliquer. C'est compliqué pour toi de faire ça. Et du coup, merci beaucoup de le faire. Parce que pour moi, c'est très important. Enfin, ta voix dit beaucoup de choses très importantes à transmettre. Donc, merci. C'est la fin des secondes de la reconnaissance. Retrouvez-moi à la fin de ce podcast, ça va sûrement recommencer. Et pour revenir sur ton introversion, je voulais demander quels impacts ça a pu avoir sur tes relations du coup, sur tes amitiés, etc. C'est que dans ma vie, j'ai eu très peu d'amis. Mais genre, mes amis, ça a toujours été des... Enfin, les peu d'amis que j'ai, ça a toujours été des personnes très importantes, tu vois. Ouais. Genre, quand j'étais petite, en primaire, maternelle, j'avais pas beaucoup d'amis. J'ai pas gardé d'amitié de cette période-là. Au collège, ça a été plus compliqué parce que là, j'ai vraiment vécu plus le rejet. Où en 6e, j'étais toute seule dans la cour, toute seule à la cantine. Tu vois, j'avais du mal à aller vers les gens. Les gens n'allaient pas forcément vers moi non plus. J'étais vraiment la petite fille timide. En plus, j'avais sauté une classe, tu vois. C'était la petite, quoi, vraiment. Et en fait, je me suis fait un peu des amis dans d'autres classes. Et qui ont évolué tout le long du collège. Mais j'étais assez rejetée, tu vois, où les enfantillages de collège, je te fais la gueule pour ci ou ça, tu vois. Mais quand je disais à ma mère, genre, le midi, je mange toute seule à la cantine, tu vois, mais elle le vivait super mal pour moi aussi, tu vois. Enfin, il y avait tout ça, quoi. Les amitiés, tu vois, ça a toujours été un peu compliqué, aller vers les gens, tout ça, le regard des autres et... Mais par contre, une place. Voilà, mais quand j'ai développé des amitiés fortes, tu vois, en général, je les garde, quoi, vraiment. Et genre là, je peux dire que j'ai 3-4 amis vraiment proches, tu vois. Et de collège, lycée, entre autres. Puis après, quand je suis arrivée en archi, je me suis un peu plus affirmée, mine de rien, parce que les premières filles à qui j'ai parlé, genre là, j'arrivais en archi à Nancy, dans une ville que je ne connais pas, je suis toute seule. Et puis on allait au restaurant U, j'étais genre là... je suis allée vers 2 filles qui étaient ensemble et j'étais là genre oh, je peux manger avec vous. Et c'est encore mes amis aujourd'hui, tu vois. Enfin, ça a commencé comme ça, là j'avais déjà un peu plus... là, personne se connaît, donc c'est un peu plus normal d'aller vers les gens, tout ça. T'as vraiment évolué par rapport à ça. Et en Erasmus encore plus du coup, tu vois. Où là, là il fallait aller vers les gens et ça me posait un peu moins de problèmes, tu vois. Enfin, mais il y a vraiment une grosse évolution sur ça déjà. C'est moins un frein du coup pour toi aujourd'hui. C'est plus, ça fait partie de toi, quoi. Oui. Ok. Oui. Est-ce que tu penses que cette introversion-là et cette forme de repli sur soi quand même, qui est quand même part à ton caractère, ça a quelque chose à voir avec toute la place que veulent prendre tes parents affectivement, tu vois. Ils te donnent beaucoup, ils veulent créer un lien fort, beaucoup de démonstrations. Est-ce que tu penses que tu t'es construit un peu en contraste de ça ? Je pense pas, en vrai. Ouais. Tu penses que c'est toi, mon père était aussi très introverti quand il était plus jeune. Puis après, ça a changé avec l'âge. Mais non, je pensais vraiment juste dans mon caractère. J'ai toujours été un peu comme ça, un peu dans la lune, dans mon monde. Donc ça fait juste partie de moi, tu vois. Et ta famille réagit bien à ça ? Enfin, l'accepte ? Ils ont pas trop le choix, ça fait 22 ans que je suis comme ça. Donc tu me diras... c'est pas comme s'il y a eu un changement radical, tu vois. Mais souvent, après je suis pas du tout démonstrative, affectueuse, tout ça. Et ma mère, elle me le dit des fois, tu vois, genre, j'aime même pas qu'on me touche, tu vois. Et ma mère est là, j'aimerais bien quand même. Des fois, je suis là, mais... Le chat, tu sais. Mais vraiment. Le chat sauvage. Ouais, je pense que ma mère, tu vois, elle aurait vraiment plus voulu que je sois un petit peu plus. Mais même mon père, des fois, il me prend comme ça, fais-moi un câlin. Genre, je suis là. Ok. Pas longtemps alors. Je pense qu'ils ont besoin de reconnaissance, que je leur montre mon affection et tout. Mais ils savent aussi que j'ai du mal à le montrer. Donc bon. Oui, ils finissent par l'accepter. Voilà. Ok. Tu parlais avant du fait que t'habitais dans la même maison que ta grand-mère, enfin que t'as grandi dans la même maison que ta grand-mère. Est-ce que tu penses que ça a eu une influence sur ton caractère ou sur
sur ton quotidien, au moins quand t'as grandi, du fait de vivre vraiment dans un espace familial, tu voyais ton autre grand-mère régulièrement. Est-ce que ça a eu des répercussions sur toi ou pas? Ben, après, t'as pas l'effet de comparaison. Voilà, c'est ça, en fait, j'ai envie de te dire, ça a toujours été une normalité pour moi, donc vu que j'ai pas connu le contraire, je peux pas trop te dire... Ouais, bon après, c'est très oppressant quand même aussi, tu vois. Ouais. Surtout, ça devient... En fait, c'était très pratique quand on était petit, parce que voilà, ils pouvaient prendre... Mes parents, ils travaillaient assez loin, donc voilà, mes grands-parents pouvaient s'occuper de moi et mon frère. Mais après, ça a un côté... de plus en plus, ça a un côté oppressant, parce que voilà, les grands-parents qui vieillissent, pas très bien, tout ça, ils sont tout le temps présents, enfin, surtout ma mère qui prend tout le truc, quoi, mais... Mais après, tu vois, j'ai ma grand-mère paternelle, du coup, qui est là, genre, oh, tu pourrais m'appeler plus souvent, tu vois, alors que je la vois déjà souvent. Et elle se rend pas compte, en fait, voilà, mes grands-parents se rendent pas compte de la chance qu'ils ont qu'on soit là, alors que la plupart des autres gens, leurs petits-enfants, ils sont parfois à l'autre bout de la France ou quoi, et voilà, ils les appellent de temps en temps, et c'est tout. Moi, là, c'était, enfin, vraiment, genre... Déjà, je vivais avec mes grands-parents maternels. Mes grands-parents paternels, je les voyais une fois par semaine, tu vois. Et pour eux, c'était déjà pas assez, limite. Tu vois, genre, ma grand-mère, elle était là. Oui, bah, les petits-enfants de machin, ils l'appellent tous les jours. Voilà, encore une fois, grand-mère oppressante qui oppresse mon père qui m'oppresse, tout ça. Enfin, voilà, tout est lié. Oui, voilà, c'est ça. Il y a vraiment le truc de famille. Ouais, et en plus, le fait d'être dans un petit village de montagne, loin de tout, ça aide pas. Ouais, grave. Genre, j'étais trop contente de prendre mon indépendance, quoi. Mais après, d'un côté, tu vois, je me dis, c'est quand tu vis loin que t'apprécies plus. Après, voilà, tu retrouves tes montagnes, la famille, tout ça. Même si après, tu vois, je suis pas forcément famille hyper fusionnelle. Mais, enfin, voilà, quoi. Souvent, ils sont là, genre, ah, mais on va pas te manquer quand tu seras dans tes pays. Là, je suis là, genre, ben, si, mais ça va, quoi. Enfin, je le vis bien. Enfin, vous le vivez plus mal que moi, en fait. C'est ça. C'est peut-être dur à accepter pour eux aussi. Ben ouais, pour tout le monde dans ma famille, je te dis. Mais après, ça va pas m'empêcher non plus de vivre mes rêves, quoi. Ouais, grave. Puis, forcément, au bout d'un moment, genre... Et puis, ils se font à l'idée, quoi. Ils acceptent de plus en plus. Puis, ils ont l'air d'en être fiers, quand même, des fois, quand même. Genre... oh, t'es un extraterrestre, mais il y a un peu un côté mignon dans ça, hein, t'es la personne qui voyage, quoi. Enfin, il y a un côté, ma petite fille, en Suède. Enfin, il y a un côté chouette dans ça aussi. Ok. J'arrête sur la famille. Mais du coup, j'aimerais revenir sur autre chose, parce que tout à l'heure, tu parlais du fait que c'était un moment d'échec compliqué la première fois où tu voulais aller en Erasmus en Irlande et t'avais été refusée. Et du coup, et tu décrivais ça vraiment comme un moment compliqué. Est-ce que tu peux parler du coup de ce rapport à l'échec que tu peux avoir? Bah, du coup, c'est, je pense, la plus grosse peur que j'ai. Genre, c'est la peur de l'échec. Parce que je l'ai jamais trop connue. Parce que j'ai sauté une classe, j'ai toujours été bonne élève et tout. Enfin, tout s'est toujours très bien passé pour moi. Et ce premier gros échec, c'est quand je voulais vraiment aller en Erasmus en Irlande et que j'ai pas été acceptée. Où là, c'était vraiment très très dur. Genre, là, je t'éclate en sanglots. T'es là, genre, mais pourquoi les... En fait, j'ai aussi ce rapport, genre, pourquoi les autres y ont droit et pas moi, tu vois. Enfin, l'injustice. L'injustice, vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon karma pour que, voilà, il y ait des trucs comme ça. Et du coup, t'as eu l'échec par rapport à un rêve que tu voulais atteindre. Est-ce que t'as d'autres exemples d'échecs qui peuvent te peser? Par exemple, dans le niveau scolaire, par exemple, récemment, j'ai rendu mon mémoire. Et en fait, j'avais pas du tout été bien préparée à l'oral. Et je suis arrivée, enfin, pas les mains dans les poches, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je me suis pris un de ces revers dans la gueule. Genre, j'ai présenté mon truc en 7 minutes, tu vois, dans l'optique que ça ferait 10 minutes. En fait, on me dit, ah bah non, le mémoire, c'est censé être 20 minutes que tu dois présenter. Donc là, trouve des trucs à dire, quoi. Et genre là, c'était genre le coup de pression immense. Et genre, tu dis, bah merde, mais je vais pas y arriver. Mais qu'est-ce que... je vais rater mon mémoire, je vais pas valider mon truc. Et qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai réussi à broder tout ce que j'ai pu broder. Mais
Et je m'en suis tirée juste avec un 11, tu vois. Enfin, c'est vraiment à la limite, mais j'étais tellement soulagée. Et genre, quand je suis sortie, mais j'ai éclaté en sanglots. Et genre, même quand je devais appeler mes parents pour leur raconter individuellement, du coup, appeler papa, appeler maman, mais je pouvais pas, genre, d'un coup, faut que je vous rappelle, je pleure. Enfin, ça, c'est vraiment hyper dur parce que, j'ai jamais vraiment été habituée. Et ça, c'est vraiment... ce sentiment profond d'être en train d'échouer, quoi. Ouais, c'est ça. Et il faut préciser aussi que tu pleures pas je suis pas très émotive. Mais ça, c'est ce genre de situation. Ah oui, non, j'ai encore un autre exemple, c'est un peu débile, tu vois, mais genre, vraiment, quand j'arrive pas à faire des choses, genre, une fois, je faisais une maquette et tout, et je galérais un peu, c'était chiant. Et puis genre je finis un petit truc et je me rends compte que c'est pas de la même couleur que ça, tu vois. Et genre là je prends le truc, je le balance à l'autre bout de ma chambre, je fais pas du tout ça d'habitude. Mais quand j'arrive pas à faire un truc, c'est la chose qui m'énerve le plus au monde, vraiment. Genre parce que t'as toujours aussi l'habitude ce besoin de contrôler, tout le ça. contrôle, la maîtrise, que ce soit bien fait. Voilà, vraiment. Et quand j'y arrive pas, ben ça me fait péter un plomb, quoi. Est-ce que tu penses que c'est une exigence envers toi-même ? Ouais, complètement. Je suis hyper perfectionniste, hyper... je sais pas comment dire ça. Plus j'y réfléchis, plus j'oublie ce que je veux dire. Tu veux bien faire, en fait. Tu veux vraiment. y arriver et... Je me mets beaucoup de pression sur moi-même, tu vois. Ok. Et sur le plan sentimental, est-ce que tu le vis aussi de la même façon ? Un peu, oui. Parce que niveau échec, parlons-en. Oui, on a parlé de relations toxiques, donc forcément, je fais le lien, tu vois. En gros, j'ai pas eu beaucoup de relations dans ma vie. Genre, des trucs assez courts, tu vois. Et... Je sais pas trop si je le vis comme un échec, déjà, tu vois. Mais... Comment dire ? Quand je vois tous mes potes qui sont en couple et tout, machin... Alors, oui, j'ai ce côté indépendant. Des fois, je me dis, c'est bien, de toute façon, en plus, j'ai pas le temps, les études et tout. Et oui, j'ai ce côté hyper romantique et tout. Genre, vision de l'amour hyper idéalisée. Genre, je me dis, mais quand est-ce que je rencontrerai le grand amour, tout ça. Et je l'ai pas encore rencontré, tu vois. Et même ma dernière relation, elle date d'il y a perpète, quoi. Donc, je sais pas si j'ai déjà atteint le stade de me dire, je suis vraiment en échec amoureux, tu vois. Non, parce que j'ai l'impression que ta vision de l'échec, là, elle est définitive. Non, parce qu'en fait, je veux dire... Alors, je suis très organisée, j'ai beaucoup de plans sur la comète, on va dire. Et genre, j'aimerais 2-3 enfants, tu vois, dans la vie. Et je me dis, alors j'aimerais pas les avoir trop tôt, mais pas trop tard non plus, tu vois. Genre, je me dis, 30 ans, c'est bien. Mais là, genre... j'aimerais bien quand même avoir la bonne personne qui faire ses enfants déjà quelques années avant. Et là, quand tu remontes, tu vois, tu dis, j'ai 22 ans, donc ce serait peut-être temps quand même de trouver quelqu'un. Cette pression, elle vient de toi ou elle vient d'autre chose ? Je pense beaucoup de moi. Puis après, le monde un peu qui nous entoure. Mais après, tu vois, d'un côté, je suis... Comment dire ? Genre... je veux pas être avec n'importe qui non plus, tu vois. Genre, je pourrais avoir beaucoup de... Enfin, j'ai même beaucoup de propositions, surtout en Erasmus et tout, tu vois. Enfin, j'ai vu que je pouvais plaire, tu vois, donc ça fait bien à l'ego. Mais je suis assez exigeante. Enfin, je suis très exigeante. Et je sais ce que je veux. Et ce qu'il faut, c'est le trouver, quoi. Voilà, après, on va te dire, mais tu trouveras jamais, tu cherches un mec parfait qui n'existe pas. Moi, tu vas pas baisser tes exigences. Voilà, c'est ça. Je vais pas prendre quelqu'un qui vraiment... Non. Voilà, non. Ça, on parle d'amour, d'une personne qui sera là potentiellement toute ta vie. Donc, je mets vraiment ça sur un gros piédestal, quoi. Et après, j'ai vraiment la vision du destin, on va dire. Enfin, genre, c'est un peu mon moteur dans la vie, vraiment. Genre, toutes ces choses qui t'arrivent, ça arrive pour une raison. Genre, pareil, si j'ai pas été acceptée en Erasmus en Irlande, c'était parce que je devais aller en Pologne, tu vois, faire mes expériences en Pologne, à découvrir ce que c'est en Norvège, en Suède, faire mes voyages toute seule, tu vois, que j'aurais pas pu faire si j'étais en Irlande, parce que j'aurais été avec mes filles de ma promo, mes potes. Donc, enfin, c'est un truc de fou quand même. Enfin, le dessin, c'est un truc qui revient dans plein de choses dans ma vie. Et même là, tu vois, je voulais aller au Canada de base, mais je me dis, là, les chances se réduisent considérablement. Mais je le vis pas comme un échec, ça, tu vois. Je me dis, si ça se fait pas, c'est que ça doit pas se passer pour le moment, tu vois.
Et là, si tout s'oriente vers le fait que je dois aller vers la Norvège ou des trucs comme ça, ben voilà, c'est là mon destin, j'ai envie de te dire. C'est une façon plus légère de prendre les choses en fait. Moins en mode je suis en échec et plus en mode... Genre c'est que c'est comme ça, c'est la vie quoi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Ça doit arriver comme ça. Ok. Bah, pareil, tu vois, vraiment ça marche avec tous les gens que j'ai croisés dans ma vie. En fait, ils étaient là pour une raison. Ils m'ont appris des choses et voilà. Oui, t'as des raisons aussi de penser comme ça en fait. C'est que c'est vraiment ça te pousse quoi. Ça te fait évoluer. Mais bon, après j'aimerais quand même que ça traîne pas trop non plus la personne. Je sais pas où tu es dans le monde, mais coucou, je suis là. Si tu écoutes ce podcast. Si tu écoutes ce podcast. Et que tu sembles correspondre à Chloé, n'hésite pas à me contacter, je te donnerai son numéro. Pour ça, il faudra que tu correspondes à certaines exigences. Ah ouais, mais on va pas faire la liste là, mais... Oui, non, on n'est pas sur Mythique, donc il faut pas exagérer. Mais ouais, c'est fou. Enfin, c'est quelque chose que je trouve très intéressant chez toi aussi, dans le sens où c'est vraiment extrêmement différent de ma façon de faire. Vraiment extrêmement différent. C'est vraiment que tu sais ce que tu veux. Ouais. Et je sais ce que je veux pas surtout en fait. Et tu sais ce que tu veux pas. Et c'est clair en fait dans ton esprit, c'est pas un brouillard, c'est je sais que je veux avoir des enfants et je sais que je veux que ce soit pas trop tard. J'ai déjà une projection du futur un peu, mais pas trop non plus, tu vois, mais ouais, tu te projettes quand même assez bien. Après, je peux pas te dire où je serais, que quoi, mais je sais que voilà, j'aimerais des enfants à quelque part. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais. Et non, je trouvais ça intéressant parce que c'est vraiment différent. Enfin, moi, je sais que c'est le flou. Ouais. Et la personne, si elle ne me correspond pas, c'est vraiment pas très grave pour mes émotions. Mes émotions, elles disent, elle te correspond pas, c'est pas grave, essaie. Ouais, puis même après, tu vois, j'ai quand même essayé, genre, site de rencontre, tout ça. Ouais. Parce que voilà, j'avais quand même des périodes, genre, oh, j'aimerais bien quand même essayer, puis j'ai des potes qui ont trouvé là-dessus, donc allez, why not. Mais dès qu'en fait, ça commençait à être un peu plus sérieux, j'ai eu un date, voilà, de tout mon historique de tout ça. Enfin, ça s'était bien passé, on a bien rigolé, bien parlé et tout. Mais c'était un peu avant que je parte en Pologne, tu vois. Et dès que je sentais que ça pouvait déboucher un peu sur quelque chose, je reculais. Ouais. Genre, ah bah non, en fait, je vais aller en Pologne dans quelques mois, donc ça c'est pas le bon moment pour commencer une relation. Et puis en fait, ouais, non, il me plaît pas tant que ça. Et enfin, tu vois, j'ai un peu ce côté paradoxal, genre, ça me fait peur. Ouais. Vraiment. Parce que justement, je suis ultra indépendante et je sais que c'est bien que j'en ai envie, mais d'un autre côté... Je trouve que ce paradoxe, c'est très explicable, enfin, très logique en fait, d'une certaine façon. C'est que tu en as envie et besoin, tu sais que tu aspires à ça, et d'un autre côté, bah... Ça fait peur, l'inconnu, parce que je connais pas tant que ça au final, tu vois. Ouais, bah oui. Genre... Et puis, est-ce que tu penses que cette peur, ça peut être lié aussi que ta principale relation était une relation extrêmement toxique ? Est-ce que tu penses que c'est lié ? J'ai déjà pensé, mais... En vrai, je sais pas, je pense pas. Ok. Tu sépares vraiment ta vision de l'amour de ce que tu as vécu. Ouais, bah, disons que cette vision de cette relation m'a fait comprendre que voilà, les princes charmants oublient tout ça, blabla. Ouais. C'est ce que je voulais te poser comme question. Est-ce que ta vision de l'amour a changé depuis que tu as vécu ça ? Ben, un peu, mais pas trop, tu vois. Enfin, j'ai découvert, genre, l'amour, ça fait mal. Ouais, aïe. Premier point. Genre, ça peut durer super longtemps et c'est pas cool. Et enfin, ça a vraiment un impact sur mon corps, en fait. Il y a ça aussi. Genre, j'ai peur de... Vraiment, quand je sens que quelqu'un me plaît et tout, genre, bah non, je peux plus manger, en fait, tu vois. Ouais. Même si je sais que, voilà, ça c'est normal, c'est les premiers, machin. Mais j'ai peur que ça soit sur le long terme, tu vois. À force, enfin... Ouais, il y a cette appréhension qui peut être un frein aussi de ma santé, quoi. Bah ouais. Je comprends. Et comment tu définirais ta vision de l'amour maintenant ? Après tout ce que tu as vécu, elle reste assez idéaliste ? Ouais, je pense quand même. Ouais. Parce que je reste quand même une grosse romantique dans l'âme et je crois au destin vraiment beaucoup. Ouais. Donc je pense que si mon destin c'est d'aller en Norvège, c'est que je rencontrerai quelqu'un en Norvège, là, tu vois, il est temps là. Donc voilà. Il y a aussi ce truc, okay. J'aime bien cette dualité de appréhension et en même temps foncé, quoi. C'est assez beau et intéressant, je trouve. Ok, on arrive sur la fin de cette interview.
Est-ce que tu penses à des choses que tu aurais envie de rajouter avant qu'on passe aux 2 dernières questions? Tu te sens pas frustrée de ne pas avoir évoqué quelque chose? En fait, j'avais un truc que j'avais pensé que je voulais dire, mais là du coup c'est un peu en mode random. Hein. Mais c'est pas grave. Mais c'est une citation qui est dans Mr. Nobody et que je trouve qui représente bien ma vie. C'est genre, j'ai pas peur de mourir, j'ai peur de pas avoir assez vécu. Ouais. Genre vraiment, j'ai envie de vivre le plus de choses possible dans la vie et voilà quoi. Ah, j'adore. Oh. C'est beau. J'ai les larmes aux yeux, très bien. Je réfléchissais à s'il fallait que je rebondisse, mais non, je pense que ça se suffit à soi-même. Ce que tu viens de dire, c'est assez beau comme ça. Donc on passe sur les 2 dernières questions. Est-ce que tu t'aimes et comment? Cette question, je sais que tu allais la poser, mais elle me fait tellement peur. Parce qu'en vrai, j'ai ce côté genre, je veux pas paraître égocentrique, tu vois, je veux pas me dire, ouais, je suis la meilleure personne du monde, ascendant Lion, tout ça, mais non. non, mais en vrai, je sais pas, ça dépend des jours. Ouais. Ça dépend de ce que je fais, enfin du mood actuel, quoi. Genre des fois, je me dis, ah ouais, je suis vraiment fière de moi, tu vois. Des fois, je me dis, ouais. Enfin, ça fluctue un peu, quoi. Ok. Mais après, je pense pas vraiment manquer de confiance en moi, tu vois. Enfin, je pense que je suis assez pas mal à ce niveau-là. Ok. T'es plutôt affirmée? Je dirais pas forcément affirmée, mais ouais, je suis bien dans ma peau, je suis bien. Ok. Voilà. Et est-ce que tu fais des choses au quotidien pour être bien ou pas? Ou c'est plutôt vraiment naturel et tu laisses venir? Ouais, non, c'est complètement naturel, genre... ouais, tu réfléchis pas? Ouais, non, vraiment pas. Ok. Non, je me pose vraiment pas de questions sur la vie, le sens de l'existence, tout ça. Ouais, tu laisses vachement les choses venir, clairement, en fait. je laisse tout... Ça coule. Ouais, vraiment. Mais c'est vrai qu'on en a pas parlé ça dans ton interview, mais c'est quand même un truc important aussi qui te définit, c'est que ouais, tu laisses les choses venir. Ouais, je suis pas du tout engagée, je suis pas... presque un peu égoïste, tu vois, mais je laisse les choses venir vraiment comme elles sont et comme voilà. Ouais. Je vis ma vie au jour le jour. Enfin, pas forcément au jour, non, pas du tout au jour le jour. non, oublie ça. Oui, le truc organisatrice, tu vois, ça ouais, non. Mais ouais, je me laisse porter quand même. T'as pas du truc en mode overthinking, pas genre, du tout. voilà, c'est ça qu'il faut expliquer, genre ta santé mentale va bien. Ouais. Des fois tu somatises, donc ça c'est pas très... Mais c'est devenu rare. Voilà, et c'est sur des trucs précis quoi, voilà. C'est pas dans le vide. C'est pas en mode random, ouais, voilà, c'est pas dans le vide. Donc ta santé mentale, on peut dire qu'elle est plutôt chouette. Enfin, plutôt basique quoi, voilà. J'ai très hâte de vous parler de mon rapport à la santé mentale dans un épisode. Parce que genre, là, quand on parle de ta santé mentale, je suis en mode ah waouh. Donc je vous tease gratuitement. Juste moi, ma santé mentale n'est pas dans le même état que celle de Chloé. Et je vous en parlerai plus tard. La suite au prochain épisode. Qui sortira peut-être dans pas très très longtemps. La dernière question. Comment tu te sens maintenant que tu as passé un certain temps à parler de toi, ton rapport aux choses et à ton passé? Bon, en vrai, ça va. Ouais. Je me sens plutôt normale. Encore une fois, on revient sur... ouais, un peu... basique, ouais. Basique. T'as dit que t'étais vide tout à l'heure. Ouais, enfin quand justement quand je cherchais à penser trop à certains faits, j'étais là genre... ouais, j'ai perdu le fil. Genre, ouais, qu'est-ce que je voulais dire mais, ouais, genre trop de choses d'un coup, mais... c'est non, ça. Mais en vrai, ça va. Ok. Mais je suis contente. Merci beaucoup Chloé pour cette interview. Merci à toi. Merci pour le courage, merci pour tout ce que t'as dit. Enfin, vraiment. Mais du coup, ouais, c'était cool quand même. Le quand même, tu sais. Quand même, ça va. C'était dur, mais c'est cool. Ça va, ça valait la peine. Ah, merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, jusqu'ici quand même. Si vous l'avez aimé, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de me le dire et d'en parler autour de vous. C'est la meilleure façon de partager le podcast. À bientôt pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire. J'espère que l'état de mon angine ne s'est pas trop ressenti dans cette interview au niveau de ma voix. Bon, vous m'avez entendu tousser plusieurs fois, j'en suis vraiment désolée. Mais je suis à Nancy maintenant, donc
et je suis malade au même moment, donc voilà. C'est dommage. Donc je vous encourage à profiter de vos gorges si elles sont dans un bon état. Et sinon, à prendre du Strepsil miel citron parce que c'est vraiment bon. Et dans mon malheur, j'aime beaucoup prendre du Strepsil miel citron régulièrement. Donc vive le Strepsil miel citron. C'est le point pharmacie. C'était le point random de la fin, tu sais, genre... dans l'épisode de Kansas, je vous disais de profiter du fromage si vous pouvez en manger. Et si vous n'êtes pas vegan, du coup, ce podcast n'est pas vegan, désolé. Maintenant, je vous dis de profiter du Strepsil. Ce podcast n'est pas anti-médicaments, vu que les médicaments, c'est un peu mon quotidien. Bref, c'est une outro très très longue. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous voulez me soutenir, ça me touche énormément. Profitez bien de la vie et bisous, à bientôt.